Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui les coiffe. Souffrance, 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 voilà ce que tu as choisi. Je t'ai offert mon amitié, et tu m'as craché au visage. Non, je suis ton père. Vous croyez que je suis Quaid? Gagné. Yopikai, pauvre con. Bonjour et bienvenue pour 12 clichés du cinéma dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. Il y en aura 12 autres dans une partie 2 et 12 autres encore dans une partie 3 peut-être. Les clichés du cinéma sont des éléments, des situations scénaristiques, récurrents et ridicules qu'on a déjà vus 100 fois et dont on ne veut plus forcément revoir. Le premier cliché dont j'ai envie de vous parler, c'est les bombes désamorcées à 3 secondes ou à moins de 3 secondes. Par exemple, dans les films d'action et policiers, science-fiction un petit peu moins, c'est surtout les films d'action policiers, vous avez le méchant qui a placé une bombe, et le personnage principal doit tout faire pour désamorcer la bombe, évidemment. Un élément que je trouve ridicule, c'est que les bombes, dans les films et dans les séries, dessus, il y a toujours un écran, un cadran, avec écrit en rouge à l'intérieur, le temps restant avant l'explosion, un compte à rebours quoi. Les écrans avec les cadrans ont quasiment tous la même gueule. Ils se ressemblent tous dans les films, dans les séries. Je trouve ça ridicule. Le cliché, vraiment, en fait, c'est que le personnage principal arrive toujours à désamorcer la bombe à moins de 3 secondes, voire même 2 secondes, voire même d'1 seconde, voire même une demi-seconde ou autre. Par exemple, tu as le méchant qui communique avec le personnage principal, avec le gentil, il lui téléphone, ou peu importe la façon de communiquer avec lui, il le menace, il lui dit « Dans 1 heure, je fais péter la bombe ». Vous avez le personnage principal qui va, qui se rend sur les lieux, et qui essaie de désamorcer la bombe, et il y arrive toujours, je sais pas, à moins de 5 secondes ou à moins de 3 secondes. Voire même parfois à moins d'1 seconde, même à moins d'1 demi-seconde. Je sais pas, il coupe les fils, et puis la bombe est désamorcée, et vous avez le gros plan, je sais pas, 80 centièmes de seconde. Vous ne verrez jamais une bombe désamorcée, je sais pas, un quart d'heure. Comme je disais, le méchant donne 1 heure au gentil avant de faire péter la bombe. Le gentil, personnage principal, oui, il désamorce la bombe toujours, oui, à moins de 3 secondes. Pourquoi c'est toujours comme ça? Pourquoi c'est toujours à moins de 5 secondes, de 3 secondes? Oui, mais je répète, vous ne verrez jamais une bombe désamorcée à un quart d'heure, par exemple. Pourquoi c'est forcément comme ça? À moins de 3 secondes. C'est ridicule. C'est un cliché. Deuxième cliché dont j'ai envie de vous parler, c'est quand un homme et une femme... Deuxième cliché dont j'ai envie de vous parler, c'est quand un homme et une femme se rencontrent. Là encore, c'est pas forcément une rencontre. Peut-être qu'ils se connaissent depuis longtemps. Par exemple, je sais pas, ils sont patrons et employés. Ils se vous voient. Bref, peu importe. Une rencontre, ou même s'ils se connaissent depuis longtemps, mais ils se vous voient, dans tous les cas. Après avoir couché ensemble, ils se tutoient directement. Et je sais pas, ils commencent à s'embrasser, ils couchent ensemble, et quelques heures après, ou le lendemain, ils se tutoient. Ça arrive très souvent dans les films et dans les séries. Le fait d'avoir couché ensemble, ça crée une proximité entre eux, ils se tutoient. Alors qu'avant, ils se voyaient peut-être même pendant des années. Ils se tutoient dès qu'ils ont couché ensemble. Troisième cliché, dans un film de science-fiction, quand des extraterrestres arrivent pour attaquer la Terre, ils attaquent toujours les États-Unis en premier.
et en particulier Washington. Ils arrivent en vaisseau spatial ou en soucoupe, la plupart du temps en vaisseau spatial. Focus en premier, les États-Unis, Washington, la plupart du temps accompagné d'un silence et parfois même d'une musique assez fine, assez stridente. Pourquoi toujours attaquer les États-Unis en premier? En plus, souvent, au loin, on voit l'Empire State Building, la Statue de la Liberté, la Maison Blanche. C'est toujours comme ça. Focus USA, Washington. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils veulent parler au président américain. Parce que les États-Unis, c'est la plus grande puissance mondiale. Donc ils doivent communiquer peut-être avec l'homme le plus puissant, on va dire, de la planète. Pour faire passer un message, mais oui. Mais bon. Ça doit être pour ça, ouais, sûrement. Quatrième cliché, les Russes ont toujours un accent exagéré. Ils ont toujours une voix grave, voire très grave, et un accent exagéré. Le cliché, c'est leur accent exagéré. Ils parlent quasiment toujours de façon lente, calme et posée, avec leur accent exagéré. Cinquième cliché, quand quelqu'un tombe d'un bâtiment, d'un building, il atterrit quasiment à chaque fois sur le toit d'un véhicule, sur le toit d'une voiture la plupart du temps. C'est comme ça dans 90% des cas, dans les films et les séries, surtout les films. Quelqu'un tombe par la fenêtre d'un bâtiment, se fait jeter par quelqu'un d'autre, et il atterrit sur le toit d'une bagnole. On a ça notamment dans Fast and Furious 7, vers le début du film. Tu as le personnage de Jason Statham qui attaque Dwayne Johnson dans son bureau à Los Angeles. Il jette une grenade. Et puis tu as Dwayne Johnson qui protège Elena, sa collègue. Il l'attrape pour la protéger. Ils sont projetés par la grenade et ils atterrissent sur le toit d'une bagnole. Pourquoi? Comme dirait Cyprien. Sixième cliché, la vengeance du héros sur les caïds, sur les malfrats, sur ses bourreaux. Par exemple, dans plusieurs films de super-héros, justement avant que le personnage principal devienne le super-héros en question, il y a des mecs qui lui cassent les couilles, qui le brutalisent, qui l'humilient, qui se foutent de sa gueule, voire même qui le tabassent. Et une fois acquis ses capacités, pouvoir ou non, quand je dis ou non, c'est par exemple Batman et Iron Man, ils n'ont pas de pouvoir, mais ils ont quand même ce que j'appelle des capacités. Dès qu'il a acquis ses capacités, il revient et il défonce les mecs qui l'ont pété les couilles plus tôt. Par exemple, le premier Iron Man, où Tony Stark il est kidnappé en Afghanistan par des terroristes, qui le forcent à fabriquer le missile Jericho qu'il a présenté et vendu plus tôt. Forcément, il le fait pas, il crée une armure, il s'échappe de la grotte, il défonce les mecs, tu sais, au lance-flamme. Ça, c'est la marque 1. Après, tu as la marque 2, mais il fait que voler. Et quand il a la marque 3, donc c'est la première armure rouge et or, où il retourne au village, il défonce le reste des mecs. Et puis il sauve les civils. Le premier Spider-Man de Sam Raimi, sorti en 2002, qui est là, avec Tobey Maguire. Peter Parker avant d'être Spider-Man, avant d'avoir ses capacités, ses pouvoirs. C'est la victime, le bouc émissaire, le souffre-douleur de Flash Thompson, qui sort avec MJ. Flash lui fait même un croche-patte dans le bus, un matin. Même quand il est au laboratoire, tu sais, avec les araignées, Flash n'arrête pas de lui casser les couilles. C'est quand Peter veut prendre des photos. Il se fait même engueuler par le prof, Flash. Flash n'arrête pas de casser les couilles à Harry et à Peter. Et un peu après, genre le lendemain ou 2 jours après, je sais pas, t'as la scène du plateau. Où t'as Peter qui s'en fait esprit, il découvre la toile avec la fourchette, il tire, il envoie le plateau dans le dos de Flash. Déjà, comme par hasard, c'est Flash. Après, Flash, il est énervé, il veut lui péter la gueule. Et là, Peter, bon là, c'est involontaire. Parce que c'était le pouvoir qui agisse malgré lui. Où il fait, tu sais, le quadruple supérieur arrière. Et puis, il esquive le coup de Flash et le défonce avec un coup de poing. Et aussi dans le film Daredevil, sorti en 2003, avec Ben Affleck. Quand Matt Murdock
il a 12 ans, et il a pas encore ses pouvoirs. T'as des mecs qui lui cassent les couilles dans la ruelle. Et puis après, ben, dès qu'il a acquis ses pouvoirs, les mecs reviennent à la charge, et puis lui, il les défonce avec la canne. Encore une fois, c'est pas que des films de super-héros. Il peut y avoir des films, je sais pas, d'aventure, ou d'action même. Je n'ai pas vu beaucoup des films à ce niveau-là, comme ça, avec ce cliché. Ou t'as le personnage, quoi, oui. Il est, je sais pas, il est, un exemple, je sais pas, il est fragile comme ça, et puis le mec lui casse les couilles, et puis, je sais pas, 3 4 ans après, il devient plus musclé, et puis il le défonce. Ou il suit un entraînement, ou autre. Septième cliché, le méchant qui dit qu'est-ce que j'ai fait et qui est choqué de voir ce qu'il a fait une fois qu'il a retrouvé la raison, qu'il est redevenu gentil. On a ça notamment dans X-Men 3, sorti en 2006, où t'as Magneto à la fin, sur l'île d'Alcatraz. Il a commencé à tuer, à foutre le bordel, à tuer quelques mecs, parce qu'il est accompagné de plusieurs mutants, notamment Pyro, qui contrôle le feu. Magneto, avec son pouvoir de contrôler le métal, il jette des bagnoles, et puis Pyro les enflamme, tu sais, pour faire plus de dégâts, pour tuer les mecs en face. Il fout le bordel. Et puis t'as Wolverine qui lui inocule l'antidote, ici sur le torse. Et puis ça neutralise instantanément ses pouvoirs. Il redevient gentil. Il se casse avec les autres humains. Il se retourne en disant qu'est-ce que j'ai fait. Icaris, dans Les Éternels, il s'est retourné contre les siens, contre les autres éternels. Et puis une fois que les autres ont réussi à le raisonner, qu'est-ce que j'ai fait. Et le bouffon vert, William Dafoe, qui joue Norman Osborn, alias le bouffon vert, dans Spider-Man No Way Home. Après que le Spider-Man de Tom Holland lui ait inoculé l'antidote. Pareil. Il a comme ça, la tête vers le bas. Qu'est-ce que j'ai fait. Ouais. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même putain de phrase. Qu'est-ce que j'ai fait. Huitième cliché, mais là c'est pas vraiment un cliché. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un cliché, mais c'est un truc un peu léger, quoi, par rapport au set précédent. Les personnages dans les films et les séries qui défoncent les portes avec un coup de pied. Avec un seul coup de pied, ils défoncent les portes. Voire pire, quand les portes tombent comme ça. Comme ça, c'est pas possible. Hein. Une porte, elle est attachée, hein. T'as des gonds, il y a des charnières. Une porte, ça s'ouvre, enfin, comme ça. Elle peut pas tomber comme ça. Du moins, je crois. Neuvième cliché, quand t'as deux personnages qui ne s'entendent pas, qui sont assez ennemis, on va dire, qu'il y a un différent entre les deux, t'as l'un qui est à deux doigts de crever, et l'autre le sauve. On a ça notamment dans Harry Potter 7, partie 2. Le 7, partie 2, c'est Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2, sorti en 2011. T'as Malfoy qui est prisonnier dans une salle enflammée. Je ne sais plus comment s'appelle la salle. Vous me corrigerez dans les commentaires. Vous voudrez pas, j'espère. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé Harry Potter 7 partie 1, 7 partie 2. T'as Malfoy qui est prisonnier dans une salle enflammée. Et t'as Harry avec son balai qui arrive et qui le sauve. Alors que Malfoy a passé toute la saga à lui casser les couilles. Malfoy a cassé les couilles à Harry tout au long de la saga. Et Harry le sauve. Évidemment, Harry n'est pas méchant. Il ne faudrait pas laisser crever quelqu'un comme ça. Même Malfoy. On a ça notamment dans Top Gun Maverick, où t'as Rooster, le fils de Goose, qui ne s'entend pas avec... je ne sais plus comment s'appelle le personnage, de Glenn Powell. Ouais, dans le film, tu as Glenn Powell, je ne sais, ça c'est le nom d'acteur. Hein. Le nom du personnage, je ne sais plus comment il s'appelle, on va dire Glenn Powell, on va dire le nom de l'acteur. Tu as Rooster, le fils de Goose, qui ne s'entend pas avec Glenn Powell. Et puis tu as Rooster, qui est à deux doigts de se faire tuer par un avion ennemi. Et puis tu as Glenn Powell qui arrive au dernier moment et qui tire un ou deux missiles sur l'avion attaquant et qui sauve Rooster
Mais la différence, c'est que dans Harry Potter, c'est Harry, le gentil, qui sauve le méchant, alors que dans Top Gun Maverick, c'est le contraire, c'est le méchant, on va dire, qui sauve le gentil. C'est le même cliché. Hein. 10e cliché, qui est extrêmement proche du précédent, vous allez voir. Le personnage principal sait qu'il va devoir affronter un ennemi prochainement, un ennemi puissant. Tout seul, il a peur pour sa vie. Donc il demande de l'aide à un proche. Entre parenthèses, le proche, ça peut être un frère, un cousin, un ami. Peu importe, on s'en fout, un proche. Et ce proche ne veut pas l'aider. Et lui dit ouvertement, et il est méprisant envers lui, il lui dit c'est pas mon problème, j'en ai rien à foutre, démerde-toi. Et quand le personnage principal est à deux doigts de se faire tuer par le méchant, ce proche intervient au dernier moment pour le sauver. On a ça notamment dans Spider-Man 3, hein, de Sam Raimi, sorti en 2007. Avant le combat final, Peter va chez Harry pour lui demander de l'aide, pour sauver MJ, parce qu'elle s'est fait kidnapper par l'homme sable et Venom. Quant à l'homme sable en géant, il défonce Spider-Man, tu sais, sur la poutre du building. Il défonce Spider-Man, il prend très cher, et là t'as Harry qui arrive au dernier moment et qui le sauve. Il jette une grenade sur la tête du géant homme sable, sa tête pète, puis avec son planeur, il fout un coup à Venom. On a ça notamment dans la série Heroes, une de mes séries préférées, sortie en 2007, en France. 2007, ça tombe bien, c'est la même année que Spider-Man 3. Ce qui est fort aussi, c'est que le personnage principal s'appelle Peter aussi. Peter va devoir affronter un méchant, qui a plein de pouvoirs, et demande de l'aide à son frère Nathan. Nathan ne veut pas l'aider. Il lui dit t'inquiète pas, tu t'en sortiras, tu vas y arriver, alors qu'il sait que non, quoi. Il intervient au dernier moment pour le sauver. C'est extrêmement proche du cliché 9, je disais, mais la différence entre le cliché 9 et 10, c'est que dans le cliché 10, le personnage principal a demandé de l'aide à un proche, alors que dans le cliché 9, non. 11e et avant-dernier cliché, celui-là il est juste ridicule, comme beaucoup. Le personnage principal, le gentil, se fait kidnapper par le méchant, il est emmené dans son repère, on va dire, au méchant, et le méchant dit à ses hommes de main, enfin le gentil est attaché hein, sur une chaise, les mains dans le dos, le méchant doit se barrer, et il dit à ses hommes de main, surveillez-le, s'il bouge, vous me le butez, avec une punchline de merde en plus. Si ce connard bouge, tu me le descends. Et le méchant se casse parce qu'il a autre chose à faire. Alors qu'il pourrait tout simplement lui foutre une balle dans la tête, là tout de suite. Pourquoi tu fais ça? Tu as ton pire ennemi en face de toi, tu le butes maintenant, au lieu de faire de la merde pareille. Il peut le buter là tout de suite, non. Faut qu'il dise à ses hommes de main, surveillez-moi ce connard, avec une punchline de merde, surveillez-moi ce connard, s'il bouge, vous me le descendez, avant de se barrer. En fait, c'est un prétexte pour que le méchant ne tue pas le gentil tout de suite, et pour qu'il y ait une baston un peu plus tard. Et puis dès que le méchant est torchant, on va dire, dès qu'il s'est cassé, le gentil arrive à défaire ses liens, on va dire, et il neutralise ou il tue les hommes de main du méchant, et puis il part à la poursuite du méchant. 12e et dernier cliché pour cette partie, dans quasiment tous les films d'action, le gentil lâche une punchline avant de dézinguer le méchant. On a ça notamment dans plusieurs films avec Arnold Schwarzenegger. Dans le 1, il est méchant, Schwarzenegger. C'est Kyle Reese le gentil, qui s'apprête à frapper le Terminator en squelette avec une barre. Il lui dit à nous deux, fumier. Sarah Connor, qui appuie sur le bouton de la presse hydraulique pour écraser le Terminator, elle lui dit je vais t'écraser, fumier. Le Terminator, enfin Schwarzenegger, gentil, qui lâche au T-1000 avant de lui tirer dessus. Hasta la vista baby. Mais bon, c'est pas là qu'il tue, il tuera un peu plus tard. Avant de faire exploser le TX. Tu es terminé. Commando, où il jette un tuyau en métal dans le bide du méchant. Crache ta vapeur, sale pourriture. Last Action Hero, il n'y aura pas Benedict le retour. Et il flingue le méchant. True Lie,
Dans True Lie, il conduit un avion de chasse, est un méchant, un terroriste, qui est accroché au missile de l'avion par son sac à dos. Le méchant, c'est pas le méchant principal, mais c'est un des méchants, oui, il a un sac à dos sur lui, et il est accroché au missile de l'hélicoptère, de l'avion, pardon, il est accroché au missile de l'avion de Schwarzenegger, avec son sac à dos. Et je sais pas, 100 mètres plus loin, en face, t'as un hélicoptère ennemi. Et Schwarzenegger s'apprête à tirer le missile, on voit sa main sur le bouton, il dit au mec, t'es viré. Il tire le missile, et comme par hasard, c'est pile en face de l'hélicoptère. On a ça notamment dans les 3 films Expandables avec Stallone. Il y a Schwarzenegger en plus dans Expandables. Tous les Die Hard avec Bruce Willis. Bref, dans 90 voire 95% des cas, oui, le gentil lâche une punchline avant de buter le méchant, et puis souvent la punchline est un peu ridicule, quoi. Voilà, je vous ai cité 12 clichés, partie 1. Comme je disais au début, je vais en citer 12 autres dans une partie 2, et peut-être 12 autres dans une partie 3, voire 4, ainsi de suite, si j'en trouve. Qu'avez-vous pensé pour vous? Lequel est le plus ridicule? Ou le meilleur, je ne sais pas. C'est tout pour moi. Salut!